La vidéo qu'on va regarder là, c'est une vidéo de Lovie qui s'appelle « Le YouTube que vous connaissez va disparaître ». On se mate ça tout de suite, abonnez-vous à Ardis TV. Pourquoi YouTube va disparaître, ça m'intéresse. Je serais un peu emmerdé si ça disparaissait, je vais pas vous mentir. Abonnez-vous à Ardis TV. Tout début des années 2010. Et à l'époque, YouTube ressemble à ça. Oh, Seb la frite. Seb la frite sous collège, c'était quelque chose. Oh là 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 là. Phénoménal. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Oh là 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 là. Le niveau de CDI. Le niveau de CM2. C'est fou, hein, quand même, hein. Salut à tous, c'est Mister V pour Oh là là là. Bon, je vais faire ça avec tout le monde, pardon, excusez-moi. un nouveau podcast. Bonjour, c'est Monsieur Dream. Des jeunes dans leur chambre qui se filment Monsieur Dream, sous podcast McDonald's qui t'explique qu'il y a toujours une potatoes dans les frites, qui s'en souvient, la team. Désolé, hein, mais mes moments clés de ma culture personnelle. Hein. sans trop savoir ce qu'ils font, simplement pour partager leur passion. D'abord à des centaines, puis à des milliers, puis à des centaines de milliers de jeunes qui vont grandir avec ce qu'on va appeler des youtubeurs. Et tout ça a fini par très largement dépasser les écrans. Oh, j'étais à la dernière édition du GP, c'était vraiment fou à voir en vrai. Hein. J'étais trop heureux de pouvoir... bon, j'étais juste, tu vois, dans le public général et tout, mais j'étais trop heureux de pouvoir y aller, avant la fin du truc, quoi. C'est quand même beau, quoi. Bienvenue à tous et à toutes pour Déterma. Aujourd'hui, c'est 41 millions de Français qui utilisent YouTube chaque mois. C'est le deuxième site le plus visité au monde. Ouais. Et pourtant... D'ailleurs, il y a eu un autre article dans la presse aujourd'hui, au moment où je lis cette vidéo. Alors, je vous le dis parce que, bon, j'ai pas l'article, je vais pas le chercher parce que j'ai la flemme. Voilà. C'est bon pour vous. Juste, j'ai eu un article comme quoi, apparemment, ça y est, là, pour 2026, les budgets télé, ça commence à être complicado et l'article citait notamment la montée des budgets sur YouTube et tout. Donc ça y est, le flippening, le moment que j'attends dans ma carrière depuis 2015. Le flippening, ça y est, c'est le moment où deux courbes se rencontrent. Les budgets YouTube qui font ça et les budgets télé qui font ça. Ah là là, ça va être étrange, hein, le monde médiatique, hein, une fois qu'on aura eu le flippening là-dessus. Tout ça pourrait s'arrêter. Vous ne le voyez pas, mais en coulisses, J'en doute énormément, mais on va voir son argumentation, ça m'intéresse. deux nouveaux acteurs sont apparus. Deux nouveaux acteurs qui, en ce moment même, sont en train de changer les règles du jeu de YouTube. L'un va changer votre expérience sur la plateforme, et en fait il est déjà en train de le faire, Ouais. mais l'autre pourrait même aller jusqu'à poser un sérieux problème à YouTube lui-même, et faire perdre J'en doute énormément, mais je suis très curieux. le contrôle à la plateforme. Tout ça vous paraît peut-être un peu obscur, voire absurde. Pourtant, la menace est bien réelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter qui sont ces deux nouveaux joueurs, ce qu'ils changent en termes d'expérience, et pourquoi la plateforme YouTube, telle que vous la connaissez, va probablement subir de très fortes turbulences dans les mois et années à venir. Bon, ça c'est évident, quand c'est un écosystème toujours considéré comme nouveau, en soi oui ça va turbuler comme, mais bon, tu vois, est-ce que c'est grave? C'est bien que ça gigote un peu. Bienvenue dans les coulisses de notre cher YouTube Game. Oh, alors les chaînes pour enfants, moi je rappelle toujours les statistiques des chaînes pour enfants, attendez. Peut-être qu'elle va en parler et je suis en train de pré-shot de malade, mais alors vraiment Cocomelon, là, le roi des contenus pour enfants sur YouTube, j'ai 199 millions d'abonnés, Jesus fucking Christ. Et si Viewstat peut arrêter de bugger, j'en peux plus de Viewstat qui charge dans le vide tout le temps là. Viewstat! Putain, MrBeast il nous fait son site de statistiques YouTube et c'est... Je suis MrBeast et c'est mon site de statistiques YouTube. La première feature c'est qu'il ne charge jamais. C'est insupportable. MrBeast, Jimmy Donaldson, tu peux investir dans du crédit AWS pour ton projet par pitié? Je t'adore, hein, mais je t'en supplie en fait, genre... Bon, voilà. Imaginez qu'il y ait plein de gros chiffres ici et que Cocomelon, ça fasse énormément de vues, voilà. Vous irez voir sur votre temps libre parce que Viewstat a décidé de pas viewstater finalement. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Voilà, je voulais faire un point et j'ai pas réussi à faire mon point, j'ai envie de me foutre en l'air, tant pis.
malheureusement. Vous connaissez cette chanson? C'est une comptine pour enfants qui a 120 millions de vues sur YouTube dans sa version française et plus de 8 milliards dans sa version en anglais. Et aussi étrange que ça puisse paraître, notre histoire part de cette petite comptine, ou plus précisément de la chaîne Après, en Europe, c'est pas monétisable ces contenus, donc je suis pas sûr que ça réplique énormément en Europe, perso. YouTube qui l'héberge. En 2018, à Londres, un certain René Reichmann fonde une société du nom de Moonbug Entertainment, après avoir levé de l'argent auprès d'une grande banque d'investissement. L'idée de René, c'est d'attaquer le marché du contenu pour enfants sur Internet. Pour réaliser cet objectif... Ah, mais elle va parler des VC. Oui, alors ça arrive un peu en France. Mais vite fait, hein, j'ai parlé à un fonds d'investissement qui investit sur des chaînes YouTube en France. Les chiffres sont très très faibles. Honnêtement, ça vaut pas trop le coup pour l'instant en tout cas. Il s'intéresse aux entreprises qui opèrent déjà dans ce domaine pour les racheter. Et l'une d'elles lui fait de l'œil, Treasure Studio. Cette boîte possède un véritable trésor. C'est l'une des marques les plus populaires sur le marché du contenu pour enfants et ce qui pèse très lourd sur la balance, c'est justement leur chaîne YouTube. Cocomelon, d'où vient la petite comptine du début. Cocomelon, c'est en moyenne 83. C'est quoi un VC? C'est un fonds de venture capital. Un fonds de venture capital, c'est quoi? C'est genre, bonjour, je représente des family office, ou des individus qui ont plein d'argent, ou des groupements de familles de gens qui ont plein d'argent, ou des retail qui ont... Enfin bref. Et moi, mon but, c'est de détecter les tendances dans un marché particulier, de mettre de l'argent dedans, d'acheter des parts de cette société, et de les revendre plus tard. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça commence à arriver sur YouTube. Ça existe aux US depuis quelques années. C'est très bien, parce que ça apporte de la liquidité à un marché qui en manque cruellement. On a des besoins de fonds de roulement qui augmentent de plus en plus sur les chaînes YouTube. Donc le concept en soi, moi, je le trouve très positif. C'est comme lever de l'argent quand t'as une startup, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que parfois, t'as besoin de thunes tout de suite pour grandir et pour stabiliser ton activité. Donc lever, pourquoi pas. C'est juste qu'aujourd'hui, les valuations sont pas insane. Les chiffres que j'ai vus passer allaient très difficilement au million d'euros. Et 1 million d'euros, c'est une vidéo du train de Squeezie, quoi. Donc je suis pas en train de dire que 1 million d'euros, c'est pas beaucoup d'argent parce que je suis un youtubeur déconnecté. Je suis en train de vous dire que à l'échelle d'une société qui doit payer des salaires à plein de gens, bah tu les crames très vite, tes millions d'euros. T'es pas tout seul, tu vois. Donc pour l'instant, faut que ça scale un peu pour que moi, à titre perso, ça m'intéresse. 3 millions de spectateurs quotidiens à l'époque, ce qui représente plus. Et quand je vous sors ces chiffres-là, c'est même sur des très grosses chaînes. Hein. C'est-à-dire qu'en tout cas, sur les fonds VC publics. Après, il y a des fonds VC privés, tu vois. Il y a certaines agences qui vont peut-être prendre des parts sur des chaînes de trucs et tout. Ça, c'est des deals complètement différents. Là, je parle de fonds VC publics. Une grosse... Enfin, public, connu du public, enfin bref. Chaîne de télévision américaine. En 2020, c'est donc décidé. René rachète Treasure Studio et donc Cocomelon, ainsi qu'un autre show très populaire sur YouTube, Blippi, pour la bagatelle de 111 millions d'euros. Voilà, ça c'est du deal qui deal par exemple, tu vois. Ce qui se passe là n'est pas une vente de société comme il y en a tous les jours. C'est aussi une vente de chaîne YouTube à plusieurs millions d'euros. Et ça ne s'arrête pas là. Puisqu'en novembre 2021, 2 anciens cadres de chez Disney quittent l'entreprise, lèvent des fonds auprès de Blackstone, un fonds d'investissement américain, et rachètent Moonbug pour 3 milliards d'euros. Dans le milieu des investisseurs et des entrepreneurs, c'est... Après, il faut se rendre compte de tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils rachètent pas une chaîne YouTube, ils rachètent une chaîne YouTube qui est le haut du funnel, entre guillemets. Parce que derrière ces chaînes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sortir des produits dérivés, des machins, des peluches, des trucs. C'est des marques en fait qui, il se trouve, ont grandi sur YouTube. Mais c'est des marques pour enfants, quoi. C'est un électrochoc, ou plus précisément un point de bascule. Certes, le cas de Moonbug et de Blippi est un peu particulier. Ils ont une présence sur Spotify et sur Netflix, aussi dans les magasins. Voilà. Pas de c'est ça, c'est ce que je veux dire. Créateur principal qui incarne les chaînes, mais au fond, dans le prix final, leur présence sur YouTube a pesé très très lourd dans la vente. Si elles ont eu des acheteurs, c'est qu'elles ont un potentiel de rentabilité énorme. Alors, si ça peut être rentable de racheter des chaînes YouTube de marque, pourquoi ne serait-ce pas rentable de racheter des youtubeurs? Et c'est exactement ce qui va se passer. À partir de 2021, des entreprises commencent à racheter des chaînes YouTube que vous connaissez probablement. Certaines sont vendues partiellement. Je suis pas au courant de deals existants comme ça en France. En tout cas, pas de VC public. Je sais qu'il y a des discussions en cours avec certaines personnes. Alors que j'ai entendu des mots de couloir.
vite fait, mais je crois pas qu'il y ait eu de deal encore. D'autres, totalement. Le cas le plus emblématique, c'est sûrement celui de MatPat. MatPat, c'est une légende du Mais aux US, ça s'est fait déjà. YouTube anglophone qui a fondé The Game Theorist et tout l'écosystème autour, cumulant plus de 42 millions d'abonnés toutes chaînes YouTube confondues et qui a annoncé l'année dernière quitter YouTube. Mais il fait ça depuis 2009, il a envie de prendre sa retraite et on avait plein de cul, tu vois, je peux comprendre. Hein. En tout cas, il avait envie de faire des trucs différents. March 9th. C'est pas le cas de Lama Fâché, Non, je crois que j'ai Lama Fâché... Je crois pas. Je suis pas sûr. I'll be hosting my last theory episode, at which point I'll be handing off the channels to someone else. Oh, wow. MatPat, il est parti en politique maintenant, je crois. Hein. En fait, il y a un truc aux US, c'est genre des associations politiques qui s'appellent des PAC, des Public Action Committee. Et il a créé un truc qui s'appelle le Creator PAC et qui en gros permet d'influer au Congrès américain pour la Creator Economy, en résumé. Hein. Il est parti faire ça. Ce qui est une suite de carrière extrêmement logique hein, pour quelqu'un comme lui qui connaît très très bien les rouages de cette industrie. L'écosystème de Game Theorist a été vendu à une boîte qui s'appelle Lunarix, fondée en 2021 et qui a aussi acheté Economic Explained, par exemple. Ah, je savais pas ça. Pour prendre un autre cas, on peut parler de Simple History, Improvement Bill ou encore Astrom, qui ont été rachetés par Electrified Video Partners. Le schéma est toujours le même. Une boîte lève de l'argent auprès d'un fonds d'investissement, rachète des chaînes YouTube et en fait un actif financier. Pour la première fois, à notre connaissance, des acteurs financiers ne sont pas juste actionnaires, mais deviennent entièrement propriétaires de chaînes YouTube fondées par des YouTubeurs. Ok, mais c'est pas si important que ça, si ? Au fond, qu'est-ce que ça change pour les gens qui consomment le contenu ? Parfois, En vrai, pas grand-chose qu'on s'est bien fait. On rend même pas compte que les chaînes ont été vendues. C'est le même créateur à l'écran, c'est les mêmes voix off. Exactement. De loin, les contenus semblent être les mêmes. Et bien pourtant, en interne, ces rachats changent énormément de choses. Et pas forcément positivement. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça va faire disparaître... J'ai du mal à voir son point. On va voir, hein. Un youtubeur est une marque et a une entreprise à faire tourner. Son but est donc de faire de l'argent. Cependant, avant tout, la plupart des youtubeurs sont des créateurs et sont prêts à prendre une certaine dose de risque créatif dans les concepts vidéo qu'ils proposent et ou entrepreneurial dans les événements annexes qu'ils organisent ou dans les marques qu'ils lancent. Sauf que quand vous vendez totalement votre chaîne YouTube à un fonds d'investissement, même si vous continuez en tant que youtubeur de travailler sur la chaîne, vous perdez votre pouvoir de décision. L'objectif... Pas forcément. Pas forcément, ça dépend des clauses. Hein. Déjà, tu peux vendre partiellement. Dans la plupart de ces deals, la plupart du temps, tu vends pas, entre grands guillemets, ta chaîne YouTube. Tu vends 5 à 20% du capital de la société qui détient la chaîne YouTube. Donc, tu restes actionnaire majoritaire, donc tu fais ce que tu veux dans ta maison, tu vois. T'as juste un actionnaire minoritaire qui va t'aider à t'ouvrir certaines portes, filer du capital, des machins, des trucs. Donc, en fait, les cas d'acquisition à 100% sont extrêmement rares. La plupart du temps, c'est de la prise de participation mineure, ce qui ne pose aucun... Enfin, moi, en tout cas, ça ne pose aucun problème. Et même dans le cas d'un rachat total, la plupart des fonds VC et des acheteurs potentiels ne sont pas des idiots. C'est-à-dire qu'ils se doutent bien que s'ils rachètent la chaîne YouTube et que tout d'un coup, ils se mettent à changer la façon d'écrire, les types de sujets, la personne face cam, ils savent très bien que ça va se planter et que ça ne va pas marcher. Donc, dans ces deals-là, tu as aussi des clauses en mode « on te rachète », mais on veut que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans parfois, tu restes déjà face cam et que tu continues ton édito, machin comme tu faisais et tout. Juste maintenant, on touche aussi les revenus, quoi. Mais voire même, tu aides à former une équipe remplaçante pour quand tu partiras, etc. Machin, pour garder le même esprit, pour que ça continue à plaire aux gens et tout. Donc c'est pas si catastrophique que ça. De la boîte qui vous rachète est avant tout de faire... après, il y a sûrement eu des cas catastrophiques, tu vois, j'en sais rien. Fructifier l'actif qu'il vient d'acheter, et c'est normal. Mais l'atteinte de cet objectif passe par une chose, l'optimisation maximale. Même si la qualité semble sur le court terme ne pas diminuer, le contenu tend à devenir plus processisé et la prise de risque créative est quasiment exclue de l'équation. Il est encore trop... Ouais, ok, je vois plus l'argument. Il y a peut-être moins de prise de risque, oui. Ok. Tôt pour voir les conséquences long terme, mais il est envisageable que les chaînes se vident petit à petit de leur... Après, dans ce cas-là, ça plaira juste moins, la chaîne va péricliter et ça va être remplacé par d'autres gens, tu vois. Est-ce que vraiment c'est
pour l'écosystème, est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas convaincu encore. Essence. Ce n'est pas une vérité générale, mais la stratégie de se tourner 100% vers ses investisseurs et de chercher le profit sur le court terme sans innover, c'est la stratégie d'Apple. Et on voit ce que ça donne. Mais bon, tout ça, c'est sur le YouTube anglophone, ça ne nous concerne pas sur le YouTube francophone. Eh bien si, pour 3 raisons. La première, c'est que ce qui arrive à l'étranger... C'est pas le but justement d'ouvrir son capital au VC, de pouvoir imaginer de plus grands projets? Bah si, justement, c'est pour ça aussi que je suis un peu en mode pas forcément. Ouais. Étrangers, notamment aux États-Unis, finit souvent par arriver en France. La deuxième, c'est que YouTube va dans le sens de l'abolition des frontières, en essayant de faire tomber les barrières de la langue. On le voit avec leurs essais de pistes de doublage sur les vidéos, de traduction de titres et même de traduction de miniatures. Totalement, nous on se met à traduire toute la chaîne en anglais là en ce moment, c'est un gros boulot. On en est encore loin, mais il y a un monde dans lequel on ne fera plus la différence entre un contenu en anglais et un contenu fait par un créateur français dans quelques années. Et ça, j'y crois totalement, je suis entièrement d'accord avec elle. la troisième raison, c'est qu'à ma connaissance, il y a déjà une chaîne YouTube en France qui se rapproche un petit peu de ce modèle. De qui elle parle? Attends, de quel modèle? De la langue? Français dans quelques années. Et la troisième raison, c'est qu'à ma connaissance, il y a déjà une chaîne YouTube en France qui se rapproche un petit peu de ce modèle. Du modèle où genre, quel que soit le pays, bah Thibaut InShape avec ses shorts quoi. Mais au-delà de ça, attends, j'essaie de jouer, de qui elle parle? Nanana, on s'en fout que ce soit français ou anglais ou truc. À part Thibaut InShape avec ses shorts, qui est très visuel? Amixem? Non, Amixem, la langue est encore trop importante. Pour l'instant. Hein. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Légende? Bah, c'est littéralement 3 heures de discussion en français. Comment est-ce que... Enfin, en tout cas, pas avec les techniques de doublage actuelles, je suis pas d'accord du tout. Légende? Je suis curieux d'avoir son argument. Aujourd'hui, sur Légende, on reçoit une nouvelle fois Philippe Boxeau, le médecin légiste. Vous connaissez probablement Guillaume Play et l'émission Légende. Eh bien, il n'a pas vendu la chaîne, mais il l'a créée avec une entité extérieure. Ah, parle de VC. Ah bah ça, c'est mon agent. Alors, source. C'est très drôle. Alors, bon, ça, c'est Romain Laneri, que je connais très bien. Et ça c'est Manuel Diaz, qui est mon agent, notamment, et parce que je suis aussi représenté par Influx. Et oui, c'est vrai que Légende, pour le coup, est une co-création avec Influx. Mais c'est pas du VC. Enfin, ils étaient là dès le début. Ouais, si, oui, si, allez, ça compte. Oui, si. Allez, eh bien, allez, il n'a pas vendu la chaîne, mais il l'a créée avec une entité extérieure. Qui est Influx Capital Partners, est une structure qui investit dans le projet des talents, d'accord, pour les soutenir, les financer et les aider à se lancer. On a fait avec Guillaume. On n'est pas que son agent, je ne suis pas que son agent. Je comprends. Influx est aussi son associé. La grosse différence, et pourquoi à mon sens c'est pas du tout encore ce qu'on voit à l'étranger, c'est parce que Influx Capital Partners est une branche d'une agence d'influence qui s'appelle Influx, c'est l'une des plus grosses de France, et non seulement c'est vrai. Ils sont minoritaires sur Légende, mais en plus de ça, ce n'est pas un acteur qui vient de nulle C'est moi. part. Ce sont des gens qui connaissent très profondément l'économie des créateurs et qui en plus jouent depuis le début très long terme. Et à ma connaissance... Ouais, ça c'est vrai de fou. Par contre, ils jouent long terme de malade. Hein. Les plans qu'on se fait sur la comète sur 3, 4, 5 ans, ils sont linéaires. Mais c'est très agréable hein, quand t'es créateur. Et ça je peux complètement me tromper parce que j'ai pas trouvé d'infos. Influx Capital Partners. Ah, attends, c'est quoi sa question? Peut-être que j'ai la réponse, je sais pas si... L'économie des créateurs et qui en plus joue depuis le début très long terme. Et à ma connaissance, et ça je peux complètement me tromper parce que j'ai pas trouvé d'infos, Influx Capital Partners n'est pas backé par un fonds d'investissement comme les Lunarex par exemple. Je ne crois pas. J'ai pas l'info. Alors moi j'ai très peu interagi avec Influx Capital Partners, déjà parce que c'est une boîte jeune de l'écosystème d'Influx et que j'ai rien à leur proposer à faire financer, donc j'ai pas vraiment interagi avec ce côté-là de l'agence. Mais je crois qu'effectivement que non, il n'y a pas de fonds derrière. J'ai pas l'info. Influx Capital Partners n'est pas backé par un fonds d'investissement comme les Lunarex par exemple. Donc pour le moment, le rachat de chaînes françaises telles que je viens de... Après, que ce soit Influx Capital Partners ou que ce soit Whatever the Fuck Capital machin, le fait d'être backé par un autre fonds, c'est assez fréquent, ça veut pas forcément dire, c'est pas forcément un gage de qualité ou de déqualité. Quand t'es backé par un autre fonds et que t'es un fonds de fonds, globalement, c'est parce que t'as besoin de LP, des liquidity providers, t'as besoin de gens qui ont de la liquidité, et les gens derrière qui ont de la liquidité, ils cherchent juste un rendement, ils s'en battent les couilles, ils te laissent un peu ton mandat de gestion. Donc même si c'était le cas, tu vois, c'est juste un afflux de liquidité nécessaire, quoi, mais ouais. Justement, ma question, d'où viennent les capitaux d'Influx Capital? Je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais demandé. Je peux demander, je pense.
Je sais pas si c'est public, peut-être que ça l'est même, je sais pas. Vous l'expliquer n'est pas encore arrivé, mais à mon sens, ça finira par être le cas. Et pour m'engager jusqu'au bout dans la démarche, je vais vous donner 2 exemples de chaînes YouTube qui, à mon sens, auraient en France le potentiel d'être un jour vendues. D'abord... Trash, totalement d'accord. Totalement d'accord. Après, en vrai de vrai, peut-être moi, un jour, hein, je vais jouer carte sur table, je pense que je vendrai jamais à 100%. Je détesterais vendre à 100%. Par contre, faire rentrer quelqu'un au capital à base de 5, 10, 15% du capital social de la société contre une infusion de cash pour me permettre d'aller faire des trucs que je pourrais pas faire sinon, ça dépend. Mais en tout cas, c'est pas impossible. Or, Trash. Parce que Trash a Mais oui, Trash, totalement investissable. Oui. Exactement le même écosystème que The Game Theorist. Les chaînes ne sont pas représentées par un seul créateur, il y a énormément de gens qui travaillent dessus, et ces gens changent sans que ça n'impacte les performances des chaînes. Et ensuite, là mon pari est un peu plus risqué, c'est Hugo Décrypte. Il a... Ah, 100%. 100%. Mais Hugo Décrypte, je pense qu'il joue un autre game, mais je pense pas qu'il fera ça. Mais en tout cas, son analyse est bonne. Réaffirmé. Il pourrait. Je pense que c'est pas du tout le game c'est pas du tout le football qu'il est en train de jouer avec le marché, mais ouais. Dans un article récemment, être 100% indépendant, mais je ne serais pas étonné que dans quelques années, cette situation change. Et à mon sens, d'un point de vue créateur, ça se comprend parfaitement. Je sais que ça donne toujours l'impression de se plaindre quand on dit ça sur YouTube, mais youtubeur, ça reste un métier assez difficile au sens de la stabilité. Vous êtes dépendant de plein de Ouais. Après, ça attire aussi des profils qui n'ont absolument rien à branler de la stabilité, tu vois. Genre vraiment embrace the volatility, tu vois. Contrainte extérieure, l'argent qui rentre est dû à la régularité des vues, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Votre chaîne YouTube dépend parfois uniquement de votre visage et ou de votre voix, et aussi parfois seulement de votre force de travail à vous. Ça veut dire que demain, vous avez un problème de santé, vous pouvez littéralement disparaître de YouTube et perdre votre métier, si c'est votre métier. Vous pouvez vous prendre des avertissements un peu de nulle part. Comme plein d'autres métiers, soyez en passant. Bref, vous naviguez... Si t'es livreur et que tu perds l'usage de tes jambes, ça devient compliqué, tu vois. Mais enfin oui, je vois ce qu'elle veut dire, elle a pas tort. Hein. Naviguez dans l'un des environnements les plus incertains d'Internet, et si vous avez tenu... Oui, bon, faut pas non plus forcer, ça va, tu vois, on vit bien, ça va, quoi. 10 ou 15 ans comme MatPat, c'est profondément rationnel de vous poser la question de la vente si une occasion se présente. Bah surtout si c'est de la vente partielle. Moi, je maintiens mon point sur la vente partielle, hein, qui est pour moi le move hein, quand t'es créateur. Hein. Autant, d'un point de vue écosystème... Quand on dit vendre, ça veut pas dire vendre totalement. Tu peux juste faire rentrer quelqu'un au capital qui apporte des contacts, du capital, plein de trucs. Et c'est super cohérent dans plein de cas de figure, je trouve. Hein. Tiens, bah regardez, bon, ils sont morts aujourd'hui, mais regardez Villebrequin. Villebrequin, s'ils avaient fait rentrer quelqu'un au capital qui, j'en sais rien moi, tu vois, genre un gros fonds qui a accès à des collections de voitures incroyables, de l'argent à injecter dans la structure, accès à des contacts pour des lieux ou pour des personnalités pour faire des vidéos et tout machin nanana, Villebrequin qui vendent 10% de la boîte pour faire rentrer quelqu'un au capital aurait eu énormément de sens. Et est-ce que ça aurait impacté négativement la ligne édito? Non, l'exact inverse, j'en suis sûr, tu vois. Donc ouais. Même si on imagine que les rachats se généralisent, ça reste potentiellement une mauvaise nouvelle pour les spectateurs. D'une part parce que... Mais pourquoi? Je comprends pas. Okay. Les contenus des chaînes les plus populaires deviendraient potentiellement fades ou lassants sur le long terme, mais surtout... En fait, je trouve que l'angle mort de son analyse, qui n'est pas une analyse idiote, hein, c'est intéressant ce qu'elle dit, hein, mais je trouve que l'angle mort de son analyse, c'est qu'il faut pas oublier que les fonds VC ne sont pas des débiles mentaux. C'est-à-dire que s'ils te rachètent en partie, ils n'ont pas envie que leur investissement se pète la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a sûrement eu des erreurs, des machins, des trucs, des achats qui se sont mal passés et tout ce que tu veux. Mais vente partielle, c'est un peu comme entrer en bourse finalement. Je suis pas bon en éco, mais c'est un peu... Non, c'est pas comme rentrer en bourse, c'est plus comme rajouter un nouvel associé, quoi. Enfin, tu vois, genre, je reprends le cas de Villebrequin, ils étaient 2 à avoir le capital de la boîte, il y avait 2 associés, bah maintenant il y en aura un 3e, qui est ce fonds en question, tu vois. Du coup, comment ça fonctionne? Les VC reçoivent des dividendes via YouTube Ads de la chaîne, entre autres, ouais. Les VC, ils reçoivent... s'il y a versement de dividendes, une société peut aussi ne pas verser de dividendes hein, si elle a besoin de réinvestir dans son investissement pour grandir. Mais ils reçoivent de l'argent de tout ce qui fait de l'argent de la chaîne. Donc s'il y a du merch, de l'argent du merch, ils sont actionnaires de la société, quoi, tu vois.
Parce que ça pourrait littéralement bloquer le jeu. Si une boîte comme Lunarex rachète, mettons, 20 chaînes, qu'Electrify en rachète 30, qu'un autre acteur comme Electric Monster en rachète 20, on pourrait se retrouver avec des oligopoles de contenu exactement comme à la télé. La découverte et même le lancement de plus petits youtubeurs pourrait devenir extrêmement compliqué parce que ces boîtes jouent à une échelle qu'un créateur seul ou même avec une petite équipe ne pourra jamais atteindre. On parle de... Restez connectés la team. Certains ici savent que je travaille sur un outil qui va être en public dans les prochains mois, un SaaS, qui vous permettra de rivaliser avec ces équipes. On est en fin de période de test là, je suis trop refait, les résultats sont dinguissimes. J'ai trop hâte de vous en parler. Boîte qui pourrait produire 100 miniatures par vidéo pour les tester. Ce serait plus sur du simple A/B test, mais sur de la recherche et développement algorithmique. Et ça, c'est impossible à atteindre à petite ou à... Bon après, ça n'a pas d'impact sur l'écosystème au sens large, puisque YouTube n'est pas non plus demeuré et qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin de nurture, un espèce d'écosystème grandissant, et tu peux avoir des gens qui suroptimisent et des gens qui sous-optimisent, et les deux en vivent. La preuve, c'est littéralement le cas aujourd'hui sur la plateforme. Moyenne échelle. Ok, évidemment, c'est un peu dystopique, et pour l'instant, on est loin de ça. Mais on a quand même franchi un cap avec l'arrivée d'investisseurs financiers principaux, c'est-à-dire propriétaires, dans le jeu de YouTube. Maintenant, je vous ai quand même parlé au début de la vidéo de problèmes pour YouTube, pour la plateforme en elle-même. Là, on en est loin, et au contraire même, YouTube voit son écosystème se renforcer et même se professionnaliser, ce qui semble être plutôt une bonne nouvelle pour eux sur le papier. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas mais 2 acteurs. Et c'est quand le deuxième acteur entre dans l'arène que les choses prennent une toute autre tournure. Madame, je vous prie de me remettre à l'eau, s'il te Oui, putain, les contes d'histoire IA comme ça, c'est un délire. plaît. Demande à ta maman de m'aider. Maman, il a besoin d'aide. Ne t'approche pas de ce requin. Ce sont des animaux très dangereux. J'ai tellement chaud. Si vous voulez la fin de l'histoire de ce pauvre bébé requin, il faut liker la vidéo. Like cette vidéo si tu veux apporter ton aide à ce petit requin. Vous n'êtes peut-être... Je vois pas en quoi c'est un problème les rachats aujourd'hui, c'est pas parce que Squeezie fait des grosses productions qu'un petit youtubeur peut pas émerger, il rachète pas le canal de diffusion comme une chaîne sur la télé qui est limitée en nombre. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Jamais tomber sur ce genre de contenu, c'est possible. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, vous êtes 90% à être âgé de plus de 25 ans. Ça veut dire que... Je suis déjà tombé dessus vite fait, mais je sais que c'est une grosse niche, ouais. Que vous êtes en grande majorité plus âgé que moi, déjà. Et ensuite, vous avez probablement un compte YouTube depuis longtemps et nos algorithmes nous montrent ce qu'on est susceptible d'aimer. Pourtant, ce genre de vidéo, entièrement conçu par intelligence artificielle, a envahi YouTube, à tel point qu'on a donné un nom à ce phénomène. Les high slop. Traduction, la bouillie. Ça va pas durer honnêtement. Il y a plein de gens, des petits malins qui font du pognon avec ça, je pense pas que ça va durer. Faite par intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'on s'arrête quelques secondes sur ce terme pour le cadrer. Tout le contenu généré par IA n'est pas du slop. Un contenu visuel par exemple peut être entièrement géré par IA et ne pas rentrer dans cette catégorie, comme la vidéo de balade mentale sur la bibliothèque de Babel par exemple. Pour être un contenu slop, il y a 2 critères. D'abord, la quantité. Le slop, c'est un contenu spam. Et de l'autre côté, il y a une question de qualité. C'est un contenu qui manque d'effort et de profondeur. Et on peut tous se mettre d'accord sur la question. Ok, mais genre, personne ne regarde ça. Je veux dire... Eh bien justement, non. Et c'est ce qui fait la différence des audiences sur YouTube, c'est qu'on peut pas se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est un bon ou un mauvais contenu. C'est ça qui est intéressant, justement. Ça n'a pas de sens. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. La vidéo que vous venez de voir, notre petit requin rose là, c'est 5 millions de vues. Dans les 100 chaînes qui ont grossi le plus vite sur YouTube en juillet de cette année, 9 d'entre elles... J'en ai littéralement jamais vu. Après, j'ai bloqué les shorts. C'est que des shorts, non? Ouais, c'est quasiment que du short en général, le slop AI. Ce sont des chaînes avec du contenu uniquement généré par intelligence artificielle et qui rentrent dans les AI slop. C'est énorme. On parle de centaines de millions de vues générées par ces vidéos et pas que sur le contenu court. Ça touche les vidéos longues dans l'ASMR, dans l'histoire, dans la philosophie. Mais YouTube a récemment pris une décision ferme sur le sujet. Démonétiser ses contenus. Tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu un peu partout. Sauf que c'est pas vraiment le cas. En fait, la plateforme a juste ajouté une petite modification dans ses règles de monétisation. Pour pouvoir monétiser dans le cadre du programme partenaire YouTube, YouTube a toujours exigé que les créateurs mettent en ligne du contenu original et authentique. Le 15 juillet 2025, YouTube met à jour ses directives pour mieux identifier le contenu produit en masse et répétitif.
Cette mise à jour reflète plus précisément ce à quoi ressemble aujourd'hui le contenu non authentique. Beaucoup l'ont interprété comme une démonétisation du slop, mais dans les faits, ça n'a Il y en a plein qui se sont fait démonétiser quand même. pas l'air d'être le cas. Et Non. Alors pour traîner sur certains Discord un peu bressons de stratégistes YouTube, il y a quand même eu une grosse vague de démonétisation. Après, est-ce que les mecs se sont adaptés et tout? C'est possible, de toute façon ça reste un jeu du chat et de la souris. Mais il y a eu une vague, il y a eu une espèce de ban wave quand même. L'élément a rendu encore plus floue la réelle position de YouTube sur le sujet. En septembre, à peine 3 mois après avoir annoncé démonétiser le contenu non authentique, YouTube rend accessible à tout le monde VO3, une plateforme de génération de vidéos accessible gratuitement dans les shorts, et la promotion s'est faite avec 7 vidéos de présentation. Ouais, mais ce que YouTube veut, c'est qu'on se serve de leurs outils de manière native pour créer du contenu dans l'app, pas avoir des trucs slopifiants. Genre que tu utilises une génération d'images pour faire une blague dans une trend, ça les dérange pas du tout. Ce qui va le plus les déranger, c'est quand tu spams 70 vidéos pour en avoir une qui est ok, tu vois. Mais alors, je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Qui consomme ça? Eh bien, il y a 2 catégories principalement. Les gens qui sont relativement âgés et qui ont une utilisation sans recul de la technologie, et les enfants, puisque la vraie cible de la plupart de ces contenus, ce sont les enfants. Et non, sur YouTube Kids, il n'y a pas de shorts, et non, sur YouTube Kids, il n'y a a priori pas de slop. Mais penser que les plus jeunes ne regardent que YouTube Kids, c'est être un petit peu naïf, je pense. Mais donc, la finalité, c'est que le slop n'est recommandé qu'à certains segments de la population, et ça n'a pas de conséquences sur YouTube en tant que plateforme. Oui, mais et si YouTube perdait le contrôle? C'est-à-dire 500 heures de contenu. C'est ce qui est publié chaque minute sur YouTube. Pourtant, jusqu'ici, l'algorithme parvient à absorber ce contenu et à le dispatcher de manière relativement rationnelle dans les feeds des utilisateurs. Maintenant, le gros changement avec l'IA, c'est la production de vidéos en elle-même, dont les coûts, en termes de temps et en termes d'argent, deviennent ridicules. Il existait une multitude de chaînes robotiques, avec des voix off et des images, bien avant. Je peux vous raconter une histoire par rapport à ça, c'est que moi je traîne beaucoup dans les milieux des YouTube stratégistes, donc c'est des gens qui soit gèrent leur propre réseau de plein de chaînes YouTube, soit travaillent chez des très grosses chaînes YouTube et qui font de la stratégie. Et il y a un gars, je peux vous dire qui c'est, oui, je peux vous dire qui s'appelle Noah, c'est un gars qui a inventé quasiment le YouTube Faceless, et tout est public, donc je pense qu'il s'en branle. Cette espèce de décérébré, à l'époque de... c'est drôle, à l'époque de l'élection américaine, la dernière élection américaine en date, c'est lui qui avait la plus grosse chaîne pro Kamala Harris et la plus grosse chaîne pro Trump. Et le mec, avec son équipe, tous les jours, il publiait des news, des sondages, des machins et tout, nanana. C'était un truc genre Team Kamala, Team Trump ou je sais pas quoi, machin et tout. Et juste, le gars, il a fait « Ok, il y a un marché de l'attention, je vais me mettre dedans des 2 côtés. » Qu'est-ce que tu veux dire? Point faible, trop fort, qu'est-ce que tu veux dire? Leur modèle économique, c'est de miser sur la quantité, une infinité de contenus pour un qui marche et qui rembourse largement les autres. Mais leur contrainte de production reste largement supérieure à celle de l'IA, avec laquelle, en un prompt, vous obtenez une vidéo entière. Le problème qu'on imagine souvent, c'est que les créateurs vont se faire remplacer par des IA. Et c'est possible. Mais il y a un autre scénario. C'est un scénario où YouTube, lui-même, n'arrive plus à fournir un service de tri de qualité. Imaginez, une multitude de personnes se mettent à automatiser... Oh là là, j'en doute fort. L'algo YouTube, il est tellement puissant. En fait, l'algo YouTube en soi, il est pas compliqué à comprendre. C'est juste qu'ils ont un dataset qui est tellement infini que, au contraire, je pense qu'ils sont très prêts, et plus que d'autres plateformes, à contrer le slop comme ça. C'est la création de contenu IA pour gagner de l'argent, et YouTube devient envahi, mais vraiment envahi de slop. La question c'est, est-ce que l'algorithme de recommandation de YouTube peut tenir le choc? Oui, vraiment, je pense, sincèrement. La réponse réaliste, c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais vécu cette situation auparavant. Oui, mais c'est la 8e situation qu'on n'a jamais connue auparavant, et leur data c'était trop fort.
Personne d'autre n'a le dataset de YouTube. Cette échelle. Une réponse optimiste dit que oui, le système de recommandation s'adaptera, puisque derrière c'est Google, l'une des structures les plus puissantes du monde en termes d'argent et de technologie. Il est clair que l'algorithme régulera. Voilà. Mais ça, c'est ma take. Une réponse plus pessimiste pointe du doigt le fait que l'algo fait déjà des erreurs. Et que YouTube, c'est pas une petite... Ça, bien sûr. Start-up de la Silicon Valley où tout va vite. Les décisions prennent du temps. Beaucoup de temps. Ouais. Ça va. En vrai, franchement, YouTube, c'est pas les pires. Mais oui, en soi, elle a pas tort. Il s'avère qu'en interne, ils sous-estiment le danger parce que c'est un biais humain ou juste qu'ils ne sont... C'est pas qu'ils sous-estiment le danger, c'est que c'est tellement facile à catégoriser le slop IA que en fait, le ranger dans une catégorie à part est très facile, quoi. Pas encore vraiment clairement positionnés, ce qui de l'extérieur dans leur communication semble être le cas. Ils peuvent être pris par surprise. Et non, alors là, franchement, penser qu'ils vont être pris par surprise par ça, sachant que eux-mêmes développent les modèles et tout, je n'y crois pas un instant. Évolution des fermes. Genre là, en Big 2026, bientôt, Google va être pris par surprise par le fait que les gens utilisent de l'IA pour faire du contenu à mort. Je n'y crois pas une nanoseconde. IA pourrait devenir trop rapide, au moins à un instant T, par rapport au cycle interne. Oui, mais les ingénieurs qui font le modèle Gemini sont 2 étages en dessous, en fait. C'est-à-dire que tu vois. YouTube. Conséquence directe, une infinité de contenus supplémentaires, donc une infinité d'erreurs supplémentaires, donc une illisibilité des recommandations et une incapacité de YouTube à corriger ce problème à temps. Cette réflexion rejoint celle beaucoup plus étonnante. Ah bah c'est Wono, je le connais. le mec qui tweet ça, c'est Wono. Il gère un Discord qui s'appelle The Investor Kitchen, qui est un bon Discord public de stratégie YouTube. Il y a trop de gens, je trouve, donc c'est parfois un peu illisible, mais il est plutôt bien. Et Wono, c'est un excellent stratégiste YouTube qui a notamment écrit un excellent article sur la science des hooks, qui est un article de référence sur le domaine, à mon avis. Il a tendance à être très très bearish, donc il publie des trucs comme ça et tout, mais en tout cas, même si je suis pas tout le temps forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est quelqu'un de très intelligent et dont j'ai de l'intérêt à écouter les avis. Fait d'un stratégiste YouTube et ancien trader qui a créé une simulation montrant la saturation à cause de l'augmentation des erreurs de l'algorithme. Ouais, Investor Kitchen, c'est sa simulation. Investor Kitchen, c'est bien. Ça a ses limites, notamment le fait que ça marche qu'en anglais. Mais ouais. Et pour reprendre sa métaphore, la question est, un barrage construit pour une rivière pourra-t-il vraiment, soudainement, retenir tout un océan ? Oui, donc là, c'est la simulation de Wono. Je pense qu'il est trop doomer sur sa take, mais... Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je vais beaucoup trop loin et que ça n'a pas de sens. En réalité... Non, je pense qu'elle est plus du côté doomer de la courbe, à un point un petit peu trop, mais ça n'a pas de sens ce qu'elle dit, c'est pas inintéressant du tout. Hein. Le scénario que je vous ai présenté est l'un des plus négatifs dans une galaxie presque infinie de scénarios imaginables. La raison pour laquelle je voulais présenter lui et pas un autre, c'est déjà parce que je pense... En fait, je trouve que sa limite, c'est de dire genre, ah oui, l'algo YouTube va se faire complètement ensevelir du contenu par IA et ça marchera plus. Je pense que c'est sous-estimer les équipes data de YouTube et les ingénieurs qui bossent là-bas et qui bossent aussi sur les modèles d'IA et donc qui savent comment ça marche. Il faut toujours s'attendre au pire, comme ça on n'est pas déçu, mais c'est aussi pour 2 autres raisons. La première, c'est que penser aujourd'hui, sincèrement, que l'IA ne va pas avoir d'impact sur le futur, va disparaître ou va être régulée par les gouvernements avant d'avoir de gros impacts, c'est pour moi être dans la désillusion. C'est aussi vrai, mais ces 2 choses peuvent être vraies à la fois. La plus complète. C'est la raison pour laquelle je vous disais plus haut que je ne suis profondément pas anti-IA. Parce que pour moi, l'être, c'est comme refuser Internet. Ensuite, il faut garder une chose... Oui, mais ça, c'est classique. Toutes les courbes technologiques font à peu près la même chose, et à chaque courbe technologique, on a des gens qui nous disent « Mais non, mais cette fois-ci, c'est différent parce que... » un serré argument. Et à chaque fois, ils ont tort, parce que c'est juste une vague, quoi.
Une vague avec ses excès, avec ses limites, et puis qui retrouve ses usages après, quoi. C'est malheureusement extrêmement nul, en fait, tu vois. En tête. YouTube, comme le marché en règle générale, récompense la valeur. Pas au sens éthique du terme. À partir du moment où des consommateurs achètent ou consomment un produit ou dans notre cas un contenu, alors celui-ci est récompensé en visibilité et ou en argent. C'est aussi simple que ça. Et ça fait émerger des hypothèses. Dans un scénario catastrophe pour Google, YouTube n'arrive plus à proposer du contenu pertinent aux utilisateurs, donc les utilisateurs s'en détournent. Dans cette hypothèse, c'est vraiment l'hécatombe pour YouTube qui vit surtout de la publicité. Voilà, ça c'est la version Doomer auquel moi je crois pas perso. Et qui dit moins d'utilisateurs dit moins de publicité, donc moins de revenus. Mais il y a aussi un monde dans lequel YouTube ne propose que du contenu slop généré par les fermes IA et que ça plaise à assez d'utilisateurs pour que ce ne soit pas un mauvais choix pour YouTube de... Je pense que ce qu'elle identifie comme le slop aujourd'hui IA va être une niche qui va continuer à marcher et qui aura juste son segment d'audience sur YouTube comme tout le reste du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Pas se brider. Je pense. Parce que si ces contenus font des vues, c'est qu'ils sont vus par des gens. Alors, mettons qu'il y ait même 50% de bots ou d'achats de vues, ce que YouTube au passage arrive à réguler aujourd'hui un minimum, ça fait quand même des millions d'humains. Et il y a aussi un monde dans lequel le slop devient petit à petit un contenu de meilleure et de meilleure qualité, simplement parce que l'IA s'améliore. Reprenons l'exemple de la vidéo de balade mentale. Demain, je pense sincèrement qu'une IA sera capable de réécrire ce script et une voix off de reproduire parfaitement une voix humaine, à tel point que ce genre de vidéo, on ne pourra tout simplement pas savoir si c'est un humain ou une IA qui l'a créé. Je pense que c'est déjà le cas. To be fair. Et comme on ne peut pas savoir et que c'est considéré non pas comme du slop, mais comme un bon contenu, eh bien on sera complètement capable de le consommer. Même les gens qui sont le plus anti-IA possible ne verront plus la différence. En soi, toutes les... Franchement, je pense qu'on y est, hein. Ce qui est décrit comme un futur, c'est déjà à peu près le présent. Hein. Si tu t'appliques suffisamment et que tu sais faire du montage vidéo et que tu te mets à utiliser ça pour faire des vidéos, en vrai de vrai, pour la voix, non. Bah, ça dépend de ce que tu utilises, ça a ses limites, tu vois, mais franchement, tu vois, sur du VO3, sur des trucs comme ça, en vrai, ça commence à être complicado de... Moi, je sens que j'ai atteint ma limite de me rendre compte si un contenu est IA ou pas, tu vois. Sur la photo et sur la vidéo, c'est très compliqué. Alors si je me pose suffisamment longtemps sur les modèles récents, là, ouais, j'ai un peu du mal, ouais. Les issues pour la plateforme, pour les spectateurs et pour les youtubeurs sont encore possibles, qu'elles soient négatives, mitigées ou positives. Comme je l'ai évoqué, derrière YouTube, c'est Google qui ne manque pas d'avantages. Leur poids économique, leur poids historique. En fait, voir des vidéos générées par IA, images sont faites à l'arrache dans 99% du temps. Attends, la phrase n'a pas de sens, pardon. On voit des vidéos générées par image, des vidéos générées par IA faites à l'arrache, mais si tu fais des efforts et tu prends le temps, tu peux sortir un truc hyper quali. Bah ouais, c'est ça, ouais. Leur poids en termes d'infrastructure, mais aussi le fait qu'ils travaillent eux-mêmes sur l'intelligence artificielle et font partie des acteurs qui voient en direct, en interne, le développement de cette technologie. La conclusion à tout ça, c'est évidemment qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je n'ai pas de boule de cristal et l'exercice de cette vidéo, c'était de faire de la projection à partir des quelques signaux qu'on observe sur YouTube en ce moment. À mon sens, et c'est personnel, l'IA est un outil incroyable, qui mérite bien mieux que le slop. Je pense sincèrement que ça pourrait être un outil pour aider les créateurs à faire des œuvres incroyables et que globalement ça peut être un excellent outil pour l'humain. Mais c'est normal, on est en haut de la courbe de hype, donc il se passe absolument n'importe quoi et puis ça normalise en fin de courbe, quoi, comme à chaque fois. Moi je l'analyse comme ça, tu vois. L'être humain est capable du meilleur et du pire. Espérons que sur ce coup-là, on choisisse le meilleur. Vraiment des champs, on est en communion, on vit ensemble ce moment. Franchement, je suis trop fier d'Internet. Intéressant, en tout cas ces vidéos étaient bien. Sur TikTok ça devient complexe, c'est passé de c'est évident que c'est de l'IA vu la forme à c'est propre que ce soit de l'IA parce que le fond est absurde. Oui, sur TikTok je suis d'accord, ça devient complexe. Mais en fait ouais, si vous étiez pas là, sur sa take de YouTube va se faire ensevelir de contenu IA, je sais qu'elle cite Wono et c'est une bonne source. Franchement elle a bien fait ses recherches, hein, parce que Wono c'est un très vieux stratégiste YouTube, quelqu'un de chevronné et tout machin, j'aime beaucoup ses avis, je l'écoute aussi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes de YouTube, hein. C'est pas des rigolos non plus. Hein.
Et la qualité du dataset de YouTube sur l'algo de recommandation, elle est imbattable. C'est pas étonnant que YouTube ait raflé à la mise sur absolument tous les modes de diffusion, stream y compris. Tu vois, le streaming, tout le monde pense à Twitch en premier lieu, mais là où il y a le plus de viewers au global sur une plateforme de live streaming, c'est YouTube Live. C'est pas un hasard si YouTube s'assoit sur littéralement tout le monde avec les shorts qui cartonnent, le live qui cartonne, la vidéo qui cartonne, les posts textuels de la communauté qui cartonnent. La qualité de leur dataset, c'est pas forcément que l'algo, parce que l'algo en soi, c'est juste une suite de règles logiques. Mais le jeu de données incroyable qu'est YouTube, qui leur permet de feed cet algorithme, il est imbattable. YouTube eux-mêmes ne vivent pas dans une grotte, l'IA, ça fait des années qu'ils voient le truc monter. Mais c'est ça, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'ai pas de crainte particulière à ce sujet-là, quoi. Mais ouais. Salut Thomas, cool, react à la vidéo que je t'ai envoyée. Ouais, bah elle était vachement bien. Et puis c'est typiquement le genre de sujet que j'aborde en live, tu vois. Donc c'est banger. C'est banger de fou. Abonnez-vous à Hardis TV si vous regardez ça en VOD sur la chaîne YouTube éponyme.